Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire en compagnie d'Émilie Calam. Salut Émilie, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Et toi? Ça va, merci. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, passionnant, pour lequel Leto était au premier rang, je dirais, qui s'appelle OneClose. On va en parler tout de suite avec Émilie. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un tout petit récap de qui on est chez Leto et quelques petites règles durant le webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat directement et puis on pourra ensuite prendre les questions au fil de l'eau avec Émilie. Alors, pour rappel, nous, chez Leto, on a 3 solutions autour du RGPD et la cybersécurité. On a une solution de conformité qui vous aide, pour faire court, à automatiser tout le pilotage de conformité RGPD avec tous les cas d'usage qu'on peut imaginer. On a une solution de sensibilisation qui permet, grâce au microlearning, de sensibiliser vos équipes à la cybersécurité, à la protection des données et à l'usage de l'IA à l'échelle. Et puis, on lance là, dans les prochains jours, une solution qui permet de remplir automatiquement, avec de l'IA, les questionnaires de sécurité et compliance que on peut échanger entre prestataires et clients au moment des démarches commerciales. Donc, voilà un petit rappel sur les taux. Et maintenant, je vais pouvoir laisser la main à Émilie. Émilie, je te propose de te présenter rapidement et puis de nous parler ensuite du projet OneClose. Bonjour à tous et merci beaucoup Edouard de me recevoir sur ce webinaire. Donc, je suis Émilie Calam, je suis la fondatrice d'un cabinet éponyme qui fait des legal operations. Pardon, j'entends je m'entends en doublon, je ne sais pas si c'est... euh, super, merci beaucoup. Donc on fait des legal operations, c'est-à-dire qu'on accompagne les directions juridiques sur leurs enjeux de transformation, que ce soit des process ou du logiciel. Nous-mêmes, on ne fait pas de logiciel, mais on fait de l'assistance à choix de logiciel, de l'implémentation, de l'organisation, des workflows, tout ce qui en fait est très parasitant quand on essaie de faire du droit et qu'on n'a pas le temps de mettre en œuvre pour pouvoir travailler de façon plus efficace. Je suis moi-même ancienne directrice juridique, donc j'ai vécu les problématiques de l'intérieur et donc je me suis fait fort d'essayer de résoudre ces problèmes que j'ai vécus et d'essayer de trouver des solutions et de donner le temps aux directions juridiques qu'elles n'arrivent pas à trouver en interne. Et donc, dans le cadre de cette activité-là, j'étais aux premières loges pour voir auprès des directions juridiques et des éditeurs de logiciels qu'on appelle aussi les service providers, la collaboration qui se fait entre les uns et les autres. Et autant parfois on aide les directions juridiques à trouver le bon logiciel pour correspondre à leurs besoins, autant parfois ils nous appellent parce que le logiciel qu'ils ont choisi soit ne convient plus, soit n'a jamais convenu, et en tout cas ils souhaitent en changer et donc en sortir. Et dans ce cadre-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un très gros enjeu qui était très peu ou très mal adressé, qui était comment est-ce qu'on change de logiciel, comment est-ce qu'on va pouvoir migrer de l'un à l'autre et comment du coup est-ce qu'on va pouvoir récupérer sa donnée. Et de cette idée-là est né le projet que j'ai appelé un projet OneClose, qui était un projet, qui est un projet qui a vocation à standardiser des clauses sur le document contractuel entre les services providers et les directions juridiques. Pas que vous ne soyez pas en mesure de les négocier tout seul, puisque par définition vous êtes juriste, mais pour avoir échangé un petit peu avec certaines directions juridiques, elles n'ont pas toutes la même taille, elles font pas toutes la même chose et elles sont notamment pas toutes pourvues d'une personne qui soit juriste IT spécialisée dans la négociation très fine de cette clause-là. Et donc souvent, les DJ récupéraient celle qui était celle d'un service provider. Dans le meilleur des cas, elle était bien rédigée. Dans le moins bon des cas, elle n'était pas très bien rédigée. Dans tous les cas de figure, on ne le saura généralement qu'au moment de la rupture du contrat, qui n'est pas vraiment un moment qui est très propice à la renégociation. Et donc, en bon juriste, on se dit quid de l'adresser en amont de négociation. Et donc, j'ai mis autour de la table un certain nombre de personnes. Alors, pardon, je n'ai pas fait défiler mes slides dont je vous ai parlé sur la première. L'objectif, c'était effectivement donc de sécuriser les données juridiques de l'entreprise en partant du constat que, donc je vais dire données contractuelles par facilité de langage, mais en réalité, c'est l'ensemble des données juridiques que vous allez avoir vocation à mettre sur votre logiciel.
Toutes ces données-là, c'est un peu le cœur du réacteur de l'entreprise et quand vous les mettez sur un logiciel, vous interagissez avec elles, le business va continuer. La difficulté, c'est que quand vous essayez de sortir d'un logiciel ou de changer d'un logiciel pour faire une transition, eh bien, l'activité commerciale, elle, va perdurer, et va continuer à être très, très fluide, voire parfois très, très intense, à ce moment-là et si on n'a pas une succession qui se fait de façon très fluide entre les logiciels, on va avoir un petit gap, qui va être plus ou moins important, qui va être plus ou moins difficile durant lequel eh bien, la migration va pas se faire de façon fluide et simple. Et donc, vous allez avoir toute une partie blanche où il va falloir récupérer la donnée et la réintégrer dans le nouveau logiciel. Il y a aussi tout un sujet de la négociation qui va se faire et qui est plus ou moins fluide, encore une fois, en fonction de si on l'a anticipé avant. On est tous juristes, on sait bien que les contrats de mariage, ça se négocie avant et pas après. L'idée aussi derrière, c'était, de favoriser l'écosystème, français puisque les éditeurs de logiciels français sont en concurrence directe avec des éditeurs de logiciels, anglo-saxons, pour pas dire principalement américains, qu'eux ont adressé ce sujet-là de la réversibilité de la donnée il y a quelques années, puisqu'ils ont quelques années d'avance sur nous par définition. Donc eux, ils ont moins cette difficulté-là, c'est beaucoup plus standardisé, même si ça a pas pris, l'image d'un projet One Clause tel quel, mais en tout cas, ça a été adressé de façon générale. Donc le problème chez eux se retrouve pas et je me suis dit en revanche si le problème se retrouve dans l'écosystème français, ça veut dire qu'on a des clients qui vont plutôt aller vers des systèmes anglo-saxons et donc ça dans une optique, de mettre en avant aussi l'écosystème français, je trouvais ça un peu dommage et donc je voulais pas que ce soit un frein à l'acquisition de logiciels français et je me suis proposé d'essayer de lever ce frein-là en tout cas et donc c'était aussi l'idée de dynamiser la digitalisation des départements. Moi pour avoir accompagné un certain nombre de directions juridiques, je les ai vues où on a fait ensemble tout le travail de cahier des charges, on a vu ce qu'on allait choisir ensemble, on est d'accord, ça leur convient, ils ont aimé les démos et au moment de signer, le doigt sur le papier, ils se disent: «Mais si ça se passe pas bien, comment on fait?» Donc ça, c'était avant qu'on mette en place le projet One Cause et je me suis dit: «Il y a quand même vraiment un dernier moment de doute où on se dit» on a tous entendu les horror stories, chez des pairs où on se dit: «Ça s'est pas bien passé et pour sortir, c'était une cata» ou au pire des cas, comme je le vois encore trop souvent, c'est une cata et on n'arrive pas à sortir et donc on ne peut pas changer parce qu'on est tenu, parce qu'on n'arrive pas à récupérer nos données. Et je me suis dit, en fait, il faudrait une fluidité du marché. Pour fluidifier le marché, il faut s'assurer que la sortie n'est pas plus un problème que l'entrée. On parle de stickiness, de résistance à la sortie d'un logiciel. C'est pas très fair comme pratique commerciale et donc je voulais inciter les éditeurs de logiciels qui ont une bonne confiance dans leurs produits et dans la qualité de leurs produits au fait de se dire bah, peut-être qu'un jour on conviendra plus au client et donc auquel cas on fera pas de la rétention et on le laissera sortir. En tout cas, il faut pas que ce soit un frein non plus à l'adhésion. Et donc l'idée c'était de se dire, puisque sortir n'est pas un sujet, et bien rentrer ne sera pas non plus un sujet. Et donc c'était pour créer une dynamique de favoriser la digitalisation de façon générale, qui est un sujet auquel je crois profondément. Et donc cette C'est vrai. idée c'était de pouvoir, pardon Edouard, vas-y. Attends, je t'entends plus, pardon. Non, que ah voilà, pardon, ton son a été coupé un instant et je t'entendais plus. Là, je t'entends maintenant. un petit peu en interne, quand on était en prospection commerciale, proposer justement le fait qu'il n'y ait aucune friction à la sortie pour rassurer le prospect, mais le fait que maintenant il y ait une clause qui soit de référence, construite avec des professionnels et aussi construite avec d'autres partenaires, d'autres clients et d'autres éditeurs, c'est un argument vraiment fort dans nos échanges avec nos prospects. Et donc ça, c'est vraiment top. D'un point de vue éditeur, en tout cas, nous, on est extrêmement favorable et ça nous ouvre aussi des opportunités parce qu'effectivement, quand on est un nouvel acteur, un acteur un peu innovant et qu'on veut rentrer sur un marché où il y a des acteurs un peu vieillissants et qui freinent les cas de fer pour évoluer, et bien, ça donne des clés aux clients pour justement enfin s'en débarrasser, quoi. Donc c'est top. Effectivement, et donc je le constate, je reviendrai un peu plus tard sur les slides, sur le nombre d'éditeurs de logiciels qui nous ont rejoints et qui continuent de nous rejoindre de façon régulière, mais c'est très transverse, et donc il s'agit de logiciels, bah, donc de RGPD, aussi de logiciels de CLM, aussi de logiciels, de corporate, d'intelligence artificielle de façon générale. En fait, ça concerne tous les éditeurs qui vont avoir une vocation à faire de la récupération de vos données. Récupération qui par ailleurs est tout à fait contractuelle, c'est-à-dire que c'est vous-même qui onboardez cette donnée-là sur le logiciel qui est mis à votre disposition. Mais l'idée, c'était de se dire, vous restez et vous êtes propriétaire de cette donnée-là, et donc il n'y a pas de raison pour laquelle on ne vous la restituerait pas à l'issue du contrat.
pas qu'elles vous étaient pas restituables jusqu'à présent, mais en fait, on n'avait pas très bien cadré les modalités de restitution, c'est-à-dire le format, la typologie de données, les métadonnées. Il y a toutes les questions d'entraînement d'intelligence artificielle aussi qui émergent aussi aujourd'hui autour de la donnée qui est mise à disposition sur la plateforme ou qui est onboardée volontairement par le client. Et donc, il faut qu'elle soit restituée sous un format qui soit exploitable pour vous, titulaire de cette donnée, propriétaire, client donc, soit que vous souhaitiez l'exploiter désormais de façon interne et donc vous passez complètement de logiciel. C'est assez rare dans les faits. Ce que je vois, c'est que les gens ne sortent pas d'un logiciel pour la gérer eux-mêmes. Mais en tout cas, je voulais que ce soit une possibilité qui soit offerte aux clients si tel était leur souhait. Et que par ailleurs, si leur souhait était d'aller vers une seconde solution, que la donnée soit restituée sous un format qui soit exploitable par le repreneur. Donc, dans ces sujets de succession, puisque c'est souvent un sujet de succession, on pouvait jusqu'à présent assister à des difficultés de succession avec un premier éditeur qui est donc l'éditeur qui est quitté, qui n'a pas un incentive incroyable à favoriser la succession, mais néanmoins c'est commercialement pas très courtois ni cordial à mon sens. Un client qui se retrouvait un peu pris entre les deux et le repreneur qui essayait de faire son maximum pour récupérer la donnée, mais si on lui donne dans un format qui n'est pas exploitable pour qu'il puisse la mettre dans son propre logiciel, ne pouvait pas faire grand-chose. Et donc, celui qui payait le tribut, à mon sens, était la personne au milieu, qui était le client, qui, encore une fois, est propriétaire de cette donnée-là. Et donc, je voulais vraiment qu'on arrive à trouver un consensus pour se permettre de se mettre d'accord sur une clause qui soit très fair et qui donc soit applicable volontairement et par les éditeurs de logiciels et par les directions juridiques. Alors, à l'origine du projet, donc effectivement, c'est moi qui ai eu cette idée-là et qui ai constaté un besoin concret sur le terrain, mais on fait rien tout seul. Et donc, je me suis rapprochée de 3 associations qui sont les 3 associations professionnelles représentatives des intérêts des juristes d'entreprise, que sont l'AFJE, à travers 2 commissions, la commission Digital Data et la commission LegalOps, qui sont donc complètement à connaître de ces sujets de façon quotidienne, à travers la factory du Cercle Montesquieu, qui est la sous-branche, la commission aussi du Cercle Montesquieu, qui adresse tout particulièrement ces sujets passionnants de digital, et le Fleet Network, qui est le réseau des juristes dans la tech. Et donc, à travers ces 3 associations, qui sont les 3 seules énormes associations sur le marché qui représentent les juristes d'entreprise, on a à peu près 95% des directions juridiques, puisque le Cercle Montesquieu prend l'intégralité des directeurs et directrices juridiques, la FGE aussi, et en plus a les juristes eux-mêmes, et le Fleet Network a tous les juristes qui sont souvent des juristes uniques ou des juristes de start-up, de scale-up ou de licorne, et donc on a un panel en plus très diversifié en termes et de secteurs d'entreprises représentées et de taille d'entreprises représentées, ce qui nous donnait une vision assez globale. Excusez-moi. Pardon, je reviens juste un instant sur ces membres fondateurs. Ça veut dire qu'on a travaillé sur plusieurs sessions, sur 9 mois, à raison d'une session par mois, à l'exclusion des vacances scolaires. Alors pardon, j'ai des enfants qui sont revenus d'école et donc j'ai chopé toutes les bactéries locales et donc j'ai des plaintes de toux régulières. Et donc ces associations-là étaient présentes, ainsi que les éditeurs de logiciels qui ont participé au projet, pour venir discuter de cette clause-là, pour venir proposer et mettre à disposition la clause qu'eux-mêmes avaient intégrée à leur contrat jusqu'à présent, soit qu'ils en étaient pleinement satisfaits, soit qu'ils estimaient qu'elle pouvait être justement améliorée par le biais de l'intelligence commune, ce qui est vraiment la nature même des associations représentatives. Et donc, on s'est réunis une fois par mois pour venir travailler et remettre à plat complètement l'ensemble des clauses. L'idée, c'était aussi que tous les éditeurs de logiciels nous ont fait parvenir leurs propres clauses de réversibilité afin que on puisse étudier quels étaient le minimum commun et la trame standard, les sujets qui étaient couverts par certains mais pas par d'autres, et qu'on arrive à quelque chose de robuste et de très fondateur sur lequel on allait pouvoir construire par la suite. On est accompagné dans ce projet par le cabinet Allen et Overy Sherman, qui conduit ce projet également de façon pro bono. J'ai même pas pensé à préciser, mais de toute évidence, tout ça est un projet pro bono, fait pour les juristes d'entreprise, par les juristes d'entreprise, complètement libre de droit. Et je vous donnerai toutes les infos pour que vous puissiez aller récupérer la clause, vous renseigner et la télécharger et vous l'approprier. C'est vraiment quelque chose qui est complètement en faveur de l'écosystème et absolument non lucratif. Edouard, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non,
je garde un souvenir ému de ces nombreuses, réunions et sessions de travail, qui étaient vraiment, vraiment hyper intéressantes, hyper enrichissantes avec beaucoup de contributions, beaucoup de réflexions, beaucoup de challenges. Donc la clause est vraiment, ça a pas vraiment pas dû a été un travail vraiment de longue haleine et donc je pense que je suis pas juriste de formation, mais je pense donc de très, très bonne qualité. En tout cas, le process était vraiment super, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un travail collaboratif, qui s'est fait uniquement parce que des gens ont voulu contribuer, ont donné de leur temps et de leur énergie et sont venus, apporter, leur input au quotidien avec, des sessions où on a pu échanger, travailler, se challenger. Pas toujours être d'accord non plus, mais c'est pas grave parce que c'est comme ça qu'on arrive, justement à quelque chose qui émerge, une négociation qui est, fair de tout point de vue. Alors, les problèmes qui sont résolus par OneClose sont au moins au nombre de 3. Le, alors, pardon, j'ai pas précisé non plus en amont que le projet OneClose, tel que je l'ai conceptualisé, c'était de se dire on va adresser le sujet de la réversibilité, qui était vraiment celui qui était à l'origine de la préoccupation qui nous occupait, mais on s'est dit qu'on fera comme pour un logiciel et on va faire un POC, c'est-à-dire qu'on va faire une démonstration que c'est possible. Et donc, on va s'adresser dans un temps 1 à la clause de réversibilité. Et si on y parvient, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en adresser d'autres. Donc, c'est effectivement ce qu'on va faire puisqu'on va adresser désormais la clause de cybersécurité dans un deuxième temps, qui est aussi très liée à la clause de réversibilité. Donc, on les prend par ordre un peu logique et par ordre de friction potentielle. On a eu un vote à main levée sur la dernière session pour voir ce qui était le plus pertinent pour chacun d'entre eux. Et donc, on a maintenant finalisé la clause de réversibilité, qui est alors finalisée, mais comme tout projet et comme toute clause contractuelle, évidemment, elle est dans sa version 1. C'est-à-dire que les portes sont ouvertes à tout commentaire ultérieur qui pourrait vous venir ou nous parvenir, soit parce que vous vous rendez compte que dans la mise en œuvre, il y a quelque chose qui n'a pas été envisagé et on est parfaitement conscient qu'on n'envisage peut-être pas toutes les choses ou pas tous les cas de figure et puis l'évolution législative fait qu'on doit remettre le travail 100 fois sur la machine, donc c'est pas un sujet. On réétudiera toutes les remontées qui nous sont faites pour venir réétudier la clause dans un temps 2 si besoin était. En attendant, on adressera la clause de cybersécurité et donc la clause de réversibilité qui a été finalisée, ou en tout cas temporairement finalisée, adresse 3 sujets. Le premier, évidemment, c'est la clause de réversibilité. Ça, c'est le sujet de la réversibilité, pardon, qui va être de pouvoir redonner dans un format lisible et exploitable par la machine, sans perte de données, la donnée que vous avez mise sur la plateforme et dont vous restez propriétaire. Donc, c'est l'idée que vous pouvez récupérer vos données pour que vous puissiez avoir une continuation de votre business et une continuation de l'activité juridique, commerciale de l'entreprise. On est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés parce que dans tous les autres contrats IT, de façon générale, les clauses de réversibilité sont bien mieux adressées. Et là, pour une raison qui nous échappe, à part sans doute de dire qu'on est les cordonniers mal chaussés, c'était pas forcément quelque chose qu'on avait envisagé. On est aussi sur un degré de maturité qui maintenant fait qu'on peut avoir une succession d'éditeurs de logiciels, ce qui, il y a 5 ans, n'était pas encore le cas, puisqu'on était encore sur, comme tu me le disais, Edouard, en préparation, sur un marché de primo-accédant de logiciels, si je puis dire. Et donc, on était juste dans l'acquisition de logiciels, se posait pas encore la question de se dire ça ne me convient plus et j'aimerais en changer. Le deuxième sujet qui va être résolu par OneClose, c'est donc la migration des données. Vous verrez dans la clause, en la téléchargeant et en la lisant à tête reposée, qu'on a distingué toutes les terminologies évidemment qui est employée. On a distingué notamment réversibilité de migration de données. La réversibilité, pour la faire courte, c'est la possibilité pour vous de récupérer la donnée dont vous êtes propriétaire sous un format qui soit exploitable. C'est vraiment le minimum sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. La migration de données, c'est la passation d'une plateforme à une autre. Et quand on va changer de plateforme, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa typologie, sans doute que c'est parce que la nouvelle plateforme propose des fonctionnalités que la première ne proposait pas. Et donc, ça va nécessiter pour vous, client, et sans doute pour le repreneur, et aussi peut-être pour une société tierce comme la mienne, de retravailler l'intégralité de la donnée, de la repanacher, de re-questionner qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on ne va pas garder, comment est-ce qu'on va faire interagir la donnée, quelles sont les nouvelles métadonnées qu'on va venir recenser et comment est-ce que ça va venir vous apporter un nouveau dashboard, par exemple. Et donc, tout ce travail-là, c'est un travail de migration qui n'est pas uniquement de passation d'une donnée à une autre, d'un logiciel à un autre, mais c'est vraiment la remise à plat du process de fonctionnement.
client et tous les workflows qui vont se faire à travers le nouvel outil. Encore une fois, des workflows qui étaient soit plus adaptés dans le premier outil, soit non existants, qui vont venir se créer sur la deuxième plateforme. Donc là, c'est un travail beaucoup plus dense et donc c'est le travail de migration. Je bien que ça avait suscité beaucoup de débats, hein, cette partie-là, parce que il y a c'est un projet dans certaines situations de migrer les données. C'est pas juste les récupérer, c'est comme tu dis, tout préparer pour le transfert. Et donc, il y a plein de pratiques différentes, plein de postures différentes. Donc, ça avait été je me souviens, intense en débat, c'est la sujet de la migration et où est-ce qu'elle démarre, où est-ce qu'elle s'arrête. Et donc, je crois que la clause répond bien à tous ces sujets. Exactement. Et donc, dans la clause, on a aussi abordé le sujet de la durée. Donc, sous combien de temps est-ce qu'on doit vous restituer votre donnée? Donc, quel est le format? Par quel biais est-ce que se fait la restitution? Il y a aussi le sujet de la conservation de la donnée, qui est un sujet à la fois éminemment RGPD, mais aussi un sujet purement contractuel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a appelé, au moins entre nous, je ne sais plus si ça se retrouve exactement dans ces termes-là sur la clause, je ne crois pas, mais la période de grâce. C'est-à-dire si je décide de résilier avec mon éditeur de logiciel, que pour une raison X ou Y, finalement, je ne passe pas à un nouvel outil et donc je décide de rester avec cet éditeur-là, eh bien, puisque j'ai envoyé ma demande de résiliation dans la durée de préavis, que se passe-t-il de mes données et sous quelle échéance sont-elles supprimées? Qu'est-ce qui est supprimé, qu'est-ce qui est conservé et qu'est-ce que je peux récupérer auprès de l'éditeur? Sachant que, comme encore une fois dans cette optique de négociation très fair play, on essaie de prendre en compte les contraintes des uns et des autres. Donc la contrainte dans ces cas-là du client, c'est de se dire, bah, moi, si je reviens, vous aviez mes données, donc il n'y a pas de raison que je doive tout repayer pour le réuploader. Mais la contrainte côté éditeur, c'est de se dire, bah, ça a un coût, le stockage de ces données-là. Il y a de l'information RGPD qu'on va devoir conserver pour une durée légale, qui est la durée habituelle en fonction de la typologie de données. Mais il y a des données que par principe, on va supprimer parce qu'on n'a pas vocation à les conserver. Et les conserver nous engagera un coût supplémentaire. Donc, comment est-ce qu'on se reventile ces frais-là? Et donc, tous ces sujets-là ont été abordés méthodiquement pour venir prendre en compte les contraintes des uns et des autres et se mettre d'accord sur une durée minimum de conservation de la donnée. Et alors, la clause telle qu'elle est rédigée, et une clause minimum et standard. Et c'est un peu comme les accords de branche, un contrat de travail, c'est-à-dire qu'on peut venir de façon dérogatoire proposer, enfin les éditeurs de logiciels peuvent venir de façon dérogatoire proposer quelque chose plus favorable au client, mais ça donne une practice market basique sur laquelle vous savez que vous allez pouvoir vous appuyer et les éditeurs qui sont engagés à être signataires ne proposeront pas moins que ce qui est indiqué dans la clause. Et ça vous donne déjà un premier standard sur lequel vous savez que vous pouvez vous appuyer. Et puis cette clause a été négociée rédigé par Alan et Ulrich Sherman, mais négocié par l'ensemble des associations dont je vous mentionnais l'existence sur la slide précédente, avec des très grands groupes, y compris des groupes du secteur de la défense, de l'industrie pharmaceutique, du secteur bancaire, et aussi des petites entreprises de la tech. Et donc, encore une fois, cette disparité et de secteur et de taille vous assure que c'était les meilleures pratiques qui s'appliquent aux uns et aux autres et sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer sans anxiété, quand bien même vous n'auriez pas la compétence en interne pour négocier cette clause. Le dernier sujet, en fait, c'est le sujet de la portabilité, qui n'est pas encore tout à fait adressé, mais qui a vocation à l'être avec le temps qui passe. Donc, on distingue encore une fois la réversibilité, c'est la récupération de la donnée contractuelle. La migration, c'est le passage d'un outil à un autre et tout le travail de resynthèse autour de la donnée qui doit être nécessairement refait. La portabilité, c'est de se dire, demain, si vous passez de SFR à Orange ou à Free, ça se passe overnight et c'est 1 $. C'est-à-dire que le lendemain, vous reprenez votre téléphone, rien n'a changé, vous avez le même téléphone, vous avez toujours vos numéros qui sont conservés, vous avez juste changé d'opérateur, mais encore une fois, c'était parfaitement 1 $. Et je me suis dit, si on arrive à le faire dans le secteur de l'industrie téléphonique, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'adresser dans le secteur du logiciel informatique, en tout cas auprès des directions juridiques? Et donc, on n'y est pas encore tout à fait parce que ça nécessiterait de créer des interconnexions entre les logiciels les uns les autres. Et pour l'instant, c'est encore un peu long. Ça ne peut pas se résoudre uniquement par un sujet de clause parce que c'est pas uniquement c'est pas uniquement déclaratif. Il y a un travail d'architecture informatique à faire en sous-base pour harmoniser tous ces sujets-là. Mais l'idée, c'était vraiment d'y parvenir, que ce soit le plus simple possible et que du coup, ce soit un no-brainer pour vous de se dire, bah, si ça ne convient pas, on pourra toujours changer et ce ne sera pas un sujet. Il y a d'autres sujets à aborder. Il y a évidemment, à l'inverse de la téléphonie mobile, c'est que là, vous allez changer d'interface, donc vous allez changer d'UX, c'est pas les mêmes fonctionnalités. Donc, il y a déjà tout un travail de conduite du changement dont on ne pourra pas faire l'économie, mais je voulais qu'on
puisse adresser de façon assez linéaire tout ce dont on allait pouvoir faire l'économie, à savoir la négociation de cette clause et le travail de portabilité de la donnée de part et d'autre. Je vois pas de questions, donc je ne sais pas s'il y en a, mais s'il y en a, n'hésitez pas dans le chat à en indiquer ou si vous avez des remarques également. Merci Mathieu. Vous avez en face de vous la liste des signataires à date qui est maintenue à jour sur le site oneclose.fr qui est librement accessible. Dont je remercie encore une fois Leto à la fois d'avoir participé au débat de façon très active parce que c'était la seule façon dont les débats pouvaient avancer, mais également d'en être signataire. L'ensemble des participants qui a assisté au débat n'en est pas signataire, mais je dirais que 80-90% le sont. Et donc, c'est un très, très bon score qui démontre à la fois l'intérêt pour les services providers et pour les directions juridiques et qui va venir créer le marché et en tout cas créer cette première practice-là. À tel point qu'on a des personnes qui ne faisaient pas partie des débats, qui m'ont contacté un peu avant l'été et durant l'été pour venir rejoindre l'initiative et pour dire on n'a pas pu contribuer parce qu'on n'était pas au courant ou on n'était pas disponible, mais en tout cas, la clause dans sa rédaction nous satisfait et donc on vient très bien, ou alors on va s'aligner parce que ça nous semble être une très bonne démarche, et donc on s'aligne et donc on est signataire a posteriori. Donc ça, c'est important de le retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour rejoindre notre initiative. Encore une fois, c'est quelque chose de complètement ouvert. Et gratuit. Et on veut juste que ça entraîne le marché à poser ce genre de standard pour que ce soit vraiment au bénéfice des directions juridiques et que les clients soient rassurés par un écosystème dont on sait qu'il est vertueux. Donc, je vous invite à regarder régulièrement la liste des signataires qui sera mise à jour. Et puis, je fais des annonces régulières aussi pour mettre en avant les gens qui nous rejoignent. Je vous invite également à m'écrire et à me mettre en relation avec un éditeur de logiciels que vous ne verriez pas apparaître sur cette slide, soit qu'il n'ait pas été convié au débat, soit qu'il soit pas encore signataire. Mais en fait, moi, la démarche est ouverte. Maintenant, c'est aux clients d'aller solliciter leurs éditeurs de logiciels pour leur demander de rejoindre cette initiative, puisque c'est vraiment tout à votre intérêt. Donc n'hésitez pas. Et il y en a par ailleurs des éditeurs de logiciels, soit que je ne connais pas, soit que je ne connaissais pas, soit avec lesquels je n'avais pas de point de contact ou qui n'avaient pas, pour une raison X ou Y, répondu à ma première sollicitation. Et donc c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec eux, même a posteriori. On a une Edouard question de Communauté. quels ont été les critères ou les aspects de la clause de réversibilité qui ont nourri le plus de débats? Alors, en bon juriste, à peu près tout. À peu près tout, c'est pour ça que ça a pris 9 mois. Cela dit, quand même, 9 mois pour aboutir à quelque chose de très concret. Je sais que c'est qu'une seule clause, mais elle est quand même assez dense. Quand on met autour de la table l'ensemble des juristes, de représentants des associations et des éditeurs de logiciels, je pense que c'est quand même vraiment un très beau score. Comme je dis souvent, on a vu des comités Théodule parvenir à aucun résultat en beaucoup plus longtemps. Donc, on peut quand même être satisfait d'en être arrivé là. Les sujets de définition étaient très importants et donc la terminologie employée déjà a nécessité un gros travail d'harmonisation puisque au tout début, on n'avait pas forcément la même définition de portabilité, de réversibilité, de migration. Et donc, ces termes étaient employés un peu les uns à la place des autres sans clarté. Donc, il y a eu un gros travail de définition en préambule à faire. Il y a eu un gros sujet sur la question de la migration. Alors, et en creux de ça, évidemment, c'est aussi la raison pour laquelle on s'est rapproché d'un cabinet d'avocats comme A.O. Sherman, c'est qu'ils sont pluridisciplinaires et donc c'est mêlé au projet et géré, ce projet est géré par la personne Laurie Lansing, qui est la partenaire en charge de la partie digital data, donc qui est particulièrement compétente pour ce faire, mais qui avait également avec elle la personne qui était en charge de la pratique droit de la concurrence, puisqu'il fallait s'assurer qu'on ne tombait pas dans cet écueil-là et que donc il n'y avait pas d'accord anticoncurrentiel sur le sujet, mais néanmoins, par exemple, se poser la question, si ce n'est du prix, au moins de savoir si c'était payant ou pas. Et en fait, c'est tout bête, mais de se dire ça, on verra plus tard combien ça coûte. Bah, moi, encore une fois, je ne vous l'ai pas dit en amont, mais moi, je viens aussi du monde de l'IT, puisque j'étais responsable juridique chez Dell pour la branche software avant, et puis j'avais contribué à créer une Megaltech. J'ai la connaissance des difficultés côté DGIM, mais également côté éditeur de logiciels. Et donc, quand on se dit, ça, je ne peux pas vous dire combien ça coûtera, je comprends. Mais d'un point de vue client, de se dire, moi, je ne sais pas combien ça me coûtera, on ne peut pas me dire, je ne sais pas.
Et donc c'est vraiment c'est difficile. Donc il fallait essayer de réconcilier tous ces sujets-là. Et donc si ce n'est mettre un prix en face, au moins de mettre une lisibilité sur la méthodologie de calcul qui serait appliquée pour la réversibilité de la donnée. Mais là encore une fois, ça dépend du volume et de la typologie de la donnée qui vous serait à restituer. Quand on est éditeur de logiciels, évidemment, si c'est Total votre client et que vous êtes avec nous depuis 10 ans, c'est pas la même chose que si on est une toute petite entreprise et que vous êtes avec nous depuis 1 an. Donc c'était pas grave. L'idée, c'était pas de se mettre d'accord sur un prix, et encore une fois, pour des questions anticoncurrentielles. En revanche, c'était l'idée de se mettre d'accord sur une lisibilité du pricing, de telle sorte que le client, à tout moment, allait être en mesure de l'apprécier. Et puis, évidemment, l'éditeur est libre annuellement de revoir sa tarification et de la lui faire parvenir. Mais encore une fois, c'était vraiment de donner cette visibilité-là. Il y a eu le sujet RGPD qui était évidemment aussi un gros sujet qui a été abordé. Qui était celui de se dire qu'est-ce qu'on conserve comme données, qu'est-ce qu'on doit conserver comme données, qu'est-ce qu'on ne doit pas conserver comme données. Et ça, la direction juridique était aussi intéressée de le savoir. On l'a en tête, mais là, ça se posait dans des termes assez concrets. Et donc, c'était important. J'ai aussi souvenir d'un sujet qui était le sujet de la possibilité pour le client d'obtenir un extract à un instant T de l'ensemble de la donnée qui était sur le logiciel, notamment en cas de demande de compliance interne ou en cas de demande de compliance externe par des autorités. Et donc, combien de fois par an est-ce qu'on peut récupérer cette donnée-là? Sous quel format est-ce qu'elle sera restituée? Est-ce que c'est payant ou pas? Étant entendu que d'un côté client, on se dit moi j'ai une demande qui est faite soit en interne, soit en externe, donc j'ai besoin de récupérer cette donnée. Est-ce qu'elle est brute et est-ce que du coup c'est suffisant pour répondre à mon besoin? Et puis de l'autre côté éditeur, se dire moi je peux le mettre à disposition, mais peut-être pas dans le format que tu souhaites. Alors je peux le mettre à disposition dans le format que tu souhaites, mais auquel cas ça demande du temps de retravail de mon côté et donc ça peut pas être à titre gracieux. Donc il y a eu tout un échange, toute une session entière sur ce sujet-là, de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir prendre en compte les contraintes des uns et des autres. Et moi, dans ce travail-là, vraiment, je me faisais fort de prendre en compte et de faire émerger les besoins de part et d'autre pour qu'on arrive à quelque chose de très équilibré. Oui, de la clause d'audit, du coup, c'est comme on a intégré ce sujet de la clause d'audit, enfin, le sujet de l'audit dans cette clause-là. Elle pourra se substituer ou venir utilement compléter une clause d'audit qui était déjà préexistante au sein de vos contrats. Je sais pas, Édouard, si tu penses à autre chose qui a été abordé. Non, non, c'était quand même vraiment très dense, donc je pense que tu as balayé un peu tous les sujets. Ensuite, il y avait des questions d'ouverture. Là, on parlait de la portabilité, des débats sur est-ce qu'on peut construire des référentiels communs, universels, pour que les données puissent se transférer le plus simplement possible. Mais c'est vrai que c'était trop complexe. Ça allait trop loin. Mais il y a eu des débats et des échanges intéressants qui ouvrent des perspectives. Mais ça, je veux pas spoiler, mais j'y travaille. Ah, Donc super. Ouais, ça n'est pas fini. trop bien. Ça s'inscrira peut-être dans un autre projet parce que c'est très dense de le faire sous OneClose. Mais effectivement, le sujet de référentiel commun était un très gros enjeu. Et est-ce qu'on est capable de mapper par typologie de données, par exemple, tous les CLM ont tous le nom de la partie co-contractante, la date de début de contrat, la date d'exécution, la date de résiliation, la compétence juridictionnelle. Tout ça, c'est des choses qui sont assez standardisables. Mais qu'on aurait besoin de mapper et de mettre au clair une bonne fois pour toutes de telle façon que l'ensemble des éditeurs sur un segment donné, donc sur une verticale CLM, RGPD, corporate, puissent s'aligner et travailler de concert pour que ce soit plus simple aussi pour les clients. Bon, c'est un peu dense, mais effectivement, j'ai aussi pris ce sujet par ailleurs. Avait été également abordé le sujet de l'IA avec la question de l'entraînement des modèles qui est un vrai sujet, et notamment en creux la question de la l'API sur l'entraînement des modèles, puisqu'elle se fait par des éditeurs de logiciels, mais elle se fait sur de la donnée qui ne leur appartient pas. Donc, quid de la concession des droits? Donc ça, c'est aussi un élément qu'on a en tête et qui va être aussi abordé avec la personne. Pardon, Ça fera l'objet certainement d'un autre d'une projet, autre clause. ouais, ça D'une serait, autre clause oui. avec la personne qui sera en charge de l'IP, particulièrement sur ce sujet-là chez AO Sherman. Voilà, il y a vraiment, ça
va en découler beaucoup de sujets. Et donc les 2 clauses suivantes qu'on voulait adresser, la première, c'était la clause de cybersécurité sur laquelle on va se pencher. Donc si on me restitue à moi, client, ma donnée, très bien, mais sous quel format elle se fait et à partir de quand est-ce que l'éditeur de logiciel est libéré de sa responsabilité à l'égard du client sur la sécurité de la donnée? À partir de quand, moi, client, je récupère la responsabilité de protéger ma propre donnée? Et la deuxième clause qui va être abordée, mais ça volontairement, on se l'est gardé pour Q1 2025, c'est la question de l'IA et la clause de l'IA. Pourquoi est-ce qu'on l'a gardée pour après? Parce que évidemment, le marché est très, très évolutif très rapidement, qu'aux US, il est encore plus évolutif et plus rapidement que nous. Donc on voulait se laisser un petit peu de marge de manœuvre pour voir ce qui se passait chez eux et pour voir aussi, dans le cadre de l'implémentation de l'IA Act, les contentieux qui allaient en émerger. Les premiers ont commencé à apparaître cet été, donc c'est parfait. Non, ça n'est pas parfait, mais du coup, c'est parfait parce que ça nous donne le recul qu'on avait anticipé et donc on essaiera de voir comment est-ce qu'on peut l'adresser à partir du début d'année prochaine. Mathieu, je pense que Mathieu a déjà dû commencer à lire la clause. Je vais la lire parce que ça permet, dans le cadre du replay, d'avoir les questions posées. Mathieu nous dit: la clause de réversibilité renvoie souvent à des conditions définies dans une annexe, conformément aux modalités décrites en annexe. Quelles sont les modalités principales à prévoir dans le cadre d'un plan d'assurance qualité? Faut-il prévoir un RACI? Super question. Super question que j'ai trop peu souvent, donc je suis très contente. Hem, alors, le sujet des annexes, effectivement, en fait, on voulait pas, trop loquer ni les clients ni les éditeurs de logiciels dans le cadre de leur contractualisation. L'objectif de cette clause, c'était vraiment que ce soit, que ce contrat entre l'éditeur de logiciel et le client soit le plus simple possible à négocier et on s'est dit: «On va prendre toutes les clauses qui sont le plus standardisables possible, on va les standardiser et il ne restera que le cœur de la négociation, à savoir le scope, le prix, des choses qui sont vraiment purement commerciales. Ça, c'est pour vous donner le contexte. Dans ce cadre-là, du coup, on s'est dit qu'on allait ménager une marge de négociation commerciale entre le client et l'éditeur de logiciel qui prendrait le format d'annexe. Et donc, cette clause renvoie à des annexes qui sera une annexe spécifiquement purement commerciale au sein de laquelle ils pourront se mettre d'accord sur des éléments particuliers ou alors sur des éléments sur lesquels on ne pouvait pas se positionner pour des raisons de droit de la concurrence. Donc oui, il va falloir prévoir, ce RACI. En tout cas, je vous invite volontiers à le faire. D'autant plus que, alors, même si c'est très simple et qu'il y a qu'un client et un éditeur de logiciel, il faut quand même prévoir les responsabilités de part et d'autre. S'il y a une entreprise tierce comme la mienne qui vient également faire les workflows et vous assister sur, la question de la migration, c'est encore plus important parce que plus il y a de parties et plus il y a de responsabilités, et plus il faut une clarté et une lisibilité, de part et d'autre. Et donc ça, on n'a pas adjoint de modèle, c'est vrai, mais aucune difficulté pour en adjoindre un et que je l'ajoute sur OneClause. D'ailleurs, je vais, me le noter pour que ensuite les personnes qui n'en disposent pas puissent la monter eux-mêmes. On ne pourra pas la faire de façon standardisée parce que ça va vraiment dépendre de la taille du groupe, de la bande passante, du nombre d'interlocuteurs, de s'il y a une entreprise tierce d'assistante à migration au milieu. Mais au moins, ça vous donnera un support sur lequel vous pouvez commencer. Super clair. Alors, j'avais fait un petit slide en plus sur la suite, donc tu as commencé un petit peu à en parler. Donc, dans le pipe, hein, pour nous aider, nous éditeurs et acheteurs, donc tu parlais de la cybersécurité, tu veux nous en dire un tout petit peu plus? Oui, alors, a priori, la date est en cours de confirmation, mais ce serait le 15 octobre prochain. Ce qui tombe bien puisque c'est le Cyber Security Awareness Month en mois d'octobre et donc c'est vraiment dans le thème. La suite se passera. Pardon? Attends, je suis désolée, je ne sais pas si les autres t'entendent, mais moi, c'est très coupé et je n'ai plus de son pour toi. Non, je t'entends plus. Là, tu m'entends? Ah, ça y est. Oui, ça y est, là. Je disais le 15 octobre, c'est le kick-off, c'est la réunion de démarrage Oui, c'est ça. Pour de répondre à Mathieu l'initiative. qui demande aussi, oui. C'est donc le 15 octobre, ça va être la poursuite du projet, enfin la reprise du projet OneClause, mais donc sur cette deuxième clause qui est la clause de cybersécurité. Si vous faites partie d'une des 3 associations
que j'ai cités, donc la FGE, le Cercle Montesquieu ou le Fleet Network, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elles et à me mettre en copie également pour que je le sache, pour me dire que vous êtes intéressé pour venir représenter l'association. Ils sont toujours en recherche de personnes qui ont envie de participer, de les représenter sur ces événements-là et qui ont la compétence pour pouvoir porter leur voix et pour pouvoir défendre les intérêts de la profession sur ces sujets qui sont éminemment techniques et pour lesquels tout le monde n'est pas forcément compétent. Et par ailleurs, les gens qui étaient compétents sur la clause de réversibilité ne sont pas forcément ceux qui seront sur la clause de cybersécurité, et par question de compétences et aussi par question d'événements de vie personnelle ou professionnelle qui font qu'ils prennent des nouvelles fonctions, ou ils ont déménagé, ou ils ont eu des enfants, et donc leur agenda est plus ou moins dispo. Et donc avoir des personnes qui se relaient permet aussi d'avoir une plurivision, une pluridisciplinarité de la vision, mais aussi d'avoir une succession, une pérennité dans la représentation des instances professionnelles. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et à taguer la personne de l'association. Si vous la connaissez pas, dites-le moi et puis on trouvera ensemble. Et aussi du coup à nous faire parvenir vos clauses, vos propres clauses de cybersécurité que vous avez en interne. Encore une fois, soit que vous en soyez satisfait, soit que vous estimiez qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle peut être améliorée, parce que c'est le cabinet AO Sherman qui va faire le comparatif de l'ensemble de ces clauses-là pour venir déterminer la base sur laquelle tout le monde a intégré des éléments, et puis certaines clauses qui sont plus robustes que d'autres, et comment est-ce qu'on va pouvoir venir les insérer sur les suivantes. Pour te contacter, c'est le email oneclose@calam.fr. Oui, mais mettez quand même en copie emily@calam.fr. Emily@calam.fr. Hop. Il m'arrive plus directement et qui est monitoré par moi directement, ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre, même si j'y jette un coup d'œil régulier. Super. Et là, ce sera une seule clause à la fois, ou tu prévois d'avoir cybersécurité et puis en parallèle ou quelques mois plus tard lancer une autre? Est-ce que tu vas Alors, accélérer fort de l'expérience de la première négociation, je pense que les prendre dans l'ordre, c'est mieux, puisque les négociations des unes ont des répercussions sur les autres. Et donc, on a aussi étudié cet ordre-là en fonction des répercussions que ça aurait potentiellement sur les prochaines. Cette fois, on se connaît tous, ce qui n'était pas le cas au tout début du lancement du projet, ce qui explique pourquoi est-ce qu'on l'avait fait en présentiel dans les locaux du cabinet d'avocats. Là, on se connaît tous, et donc pour fluidifier à la fois les agendas de chacun et pour permettre à des personnes qui sont à distance, parce qu'il y a des éditeurs qui sont aussi en province, tout le monde n'est pas à Paris, eh bien, on va le faire à distance, et donc ce sera un lien Teams de réunion. Mais il faut savoir une chose, c'est que les décisions se prennent en séance, parce qu'on veut favoriser les gens qui sont là et qui participent, et on ne veut pas que quelqu'un revienne au bout de la 5e séance en disant vous aviez validé un truc avant mais moi je ne suis pas d'accord. C'est ceux qui sont là sont ceux qui décident, et ensuite il y a une version finale qui est proposée à la signature et qui est une clause qu'on endorse ou qu'on ne signe pas, mais qui est une clause telle quelle. Et donc il faut vraiment être participant aux séances et actif pour faire remonter les points de négociation qui vous semblent importants, puisqu'elles se déterminent à cet instant-là. Eh ben, écoute, on a hâte d'y être. Trop bien. Super. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Sinon, je pense qu'on a bien brossé la thématique. Merci beaucoup, Émilie. C'était Merci hyper à toi. clair. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat, oneclose.fr. Vous pouvez donc télécharger la clause, contacter Émilie pour participer et faire vos retours. Et voilà. Et n'hésitez pas à vous en servir à fond. Nous, en tout cas, en tant qu'éditeur, on est vraiment ravis de cette clause qui nous sert énormément dans nos négociations et nos discussions. Donc c'est vraiment hyper pratique, quoi. J'ajouterais juste effectivement que la clause est en libre téléchargement, en format Word et en format PDF, pour que vous puissiez l'intégrer directement dans vos contrats, ou la faire passer aux éditeurs de logiciels que vous connaissez et que vous n'avez pas vu comme signataires. Et ce que je vais constater aussi beaucoup, et auprès de clients que j'accompagne, mais aussi auprès de clients que je n'accompagne pas, et j'en suis ravie, c'est qu'ils ont intégré cet élément d'être signataire du projet OneClose comme un élément indispensable pour les RFP et RFI qui sont menés, de telle sorte que vous vous assurez que vous ne commencez à envisager des négociations contractuelles qu'avec les éditeurs qui sont positionnés sur cette adoption de clauses qui permet de vous sécuriser. Donc, si vous faites partie d'un grand groupe, n'hésitez pas non plus à faire remonter cette information-là auprès de votre service achat et votre service DSI.
Super. Alors, je vois qu'il y a des... Ok, top. Bah, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Merci à vous, merci beaucoup. Merci Mathieu pour vos questions. merci beaucoup. Et puis, avec les taux, on se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau webinaire qui va être annoncé là dans les prochains jours. Merci à tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.